de l'ineffable propension qu'ont les Lorrains à oublier le prénom de leur interlocuteur. Exemple. Comment que c'est, gros? C'est le démembrement délibéré à l'insu des Français. L'exemple le plus significatif, ce sont les groupements européens de coopération transfrontalière qui s'appellent les GECT, dont là aussi, peut-être on ne vous en a sans doute pas beaucoup plus parlé que du système INDECT. C'est quoi les GECT? Eh bien, vous voyez, il s'agit de plus en plus de développer des régions qui sont délibérément transnationales pour favoriser le développement de politiques communes à cheval ici, par exemple, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça s'appelle grosse région, c'est la grande région. Et puis ici, par exemple, dans le domaine en pays catalan. Donc, vous avez par exemple ici un premier projet GECT autorisé en Italie avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Ligurie. Tout ceci, évidemment, étant piloté par l'Europe de façon parfaitement préméditée. L'idée étant de faire éclater les schémas nationaux, en fait de détruire les États. Alors on revient maintenant à nos moutons. Si vous allez sur la page d'Europe Écologie Les Verts, vous avez maintenant, c'est en ce moment même, vous avez maintenant la carte de leurs rêves. Décentralisation, libérer l'énergie des territoires. Libérer l'énergie, ça ne veut rien dire. Alors si vous allez sur Europe Écologie Les Verts, vous avez donc ce qu'il faut pour redresser la France. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 62, celui qui organise les délocalisations. Jamais sur l'article 32, celui qui organise les rapatriements des produits faits en Chine ou dans les sweatshops au Bangladesh. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 42 du TUE, qui nous subordonne à l'OTAN. Ils ne vous diront jamais un mot sur l'article 121 du TFUE, qui nous subordonne à grandes orientations politiques et économiques fixées par la Commission. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 123, sur l'article 125, sur ces articles qui subordonnent, qui interdisent à la Banque Centrale Européenne de monétariser les déficits publics, sur celui qui interdit le renflouement des autres États, qui est absolument piétiné. Jamais ils vous en parleront, non. Voilà, pour les Verts, ce qu'il faut, c'est avoir cette carte de France-là. Et vous l'avez. Et bien là, voilà la collectivité territoriale alsacienne. Elle y est déjà, comme la collectivité territoriale unique de la Corse, comme ici, la Catalogne. Ils veulent que le département des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, d'ailleurs on n'a plus de numéro, s'appelle Catalogne dans le projet des Verts. C'est exactement des agents de l'étranger. Ça c'est exact, c'est exactement ça. D'ailleurs ici, vous voyez que le département des Pyrénées-Atlantiques est coupé en deux, avec un nouveau département Béarn et un autre qui est Pays Basque. Il s'agit de démanteler. Vous voyez ici que la Loire-Atlantique et là, la région Pays de la Loire est démantelée pour avoir la Bretagne prête à l'indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Faut arrêter de tourner autour du pot. Ce sont les héritiers directs de Morvan-Marchal de 1923. Directs. D'ailleurs, on ne se le croit pas si bien dire, puisque l'UDB et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. Ça date du 22 mars dernier. Il y a quelques jours. Et oui, parce que du vote qui va avoir lieu en Alsace, ensuite, ça va faire jurisprudence. Alors quand on vous présente ici, oh mais on va économiser 3 millions d'euros, 6 millions d'euros, sur des budgets qui en font des milliards, on va économiser 6 millions d'euros, vous vous rendez compte? D'ailleurs, le passage, le président du Conseil général du Haut-Rhin, non pas du tout, vous pouvez être sûr d'ailleurs au passage que ça sera augmenté. Parce que vous pensez bien que tous ces gens voudront garder leurs prébendes et peut-être se prendre des titres plus ronflants. Et oui, président de la collectivité, il faudra qu'il y ait une usine à gaz. Enfin, vous connaissez l'histoire. Mais vous voyez que la Savoie également, il n'y a plus de département, c'est une collectivité territoriale unique. Donc c'est bien le démantèlement de la République française dont il s'agit. Et encore une fois, si vous avez un doute, vous allez sur le site d'Écologie Les Verts, vous regardez le décentralisation en ce moment.
Alors je rappelle à ce propos notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, une république indivisible et unique. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était au nom de cet article premier de la Constitution de la République que le Conseil constitutionnel avait retoqué la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires. Or, tout ceci est remis en cause par les eurorégions Méditerranée, l'eurorégion Alpes-Méditerranée que je vous montrais tout à l'heure, l'eurorégion Aquitaine-Euskadi, cette espèce de tache de léopard qui envahit la France, où maintenant nous avons des villes. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge avec les féodalités, avec le prince de Conti, ou bien, je ne sais pas, le duc de Bourbon, ou le duc de Bourgogne, chacun se créant, profitant de la faiblesse de l'État central. C'est une des grandes traditions nationales. Lorsqu'il y a la faiblesse de l'État central, et bien d'un seul coup, il y a les féodaux qui reprennent pied, mais pas du tout pour la liberté du peuple, hein. Pas du tout pour la liberté du peuple, ça je vous rassure. Donc vous avez ici la communauté urbaine de Lyon, la communauté d'agglomération de Saint-Étienne, la communauté d'agglomération du Pays Viennois, la communauté d'agglomération de Porte de l'Isère, et puis tout le reste, on essaie de fusionner les municipalités. Pourquoi d'ailleurs? Parce que l'objectif, c'est que les régions de France, que la France disparaisse, que les régions aient la taille des États américains, et que les municipalités disparaissent et fusionnent pour avoir la taille des comtés américains, pour avoir la même granulométrie, si j'ose dire, que les autorités, que les différentes institutions, l'emboîtage des institutions administratives états-uniennes. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ceci nous mène à quoi? À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Bresse, vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne, de même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale. C'est d'aboutir au morcellement, au divide and conquer, comme les Américains l'ont fait à la chute de l'Union soviétique, avec la Yougoslavie, avec le Sud-Soudan. Ils essaient de le faire comme ils l'ont fait en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, comme ils essaient de le faire en Chine, ils essaient aussi de le faire en Europe. Nous sommes dans cette situation. Vous voyez ici le royaume de France avec l'Angleterre qui a des possessions considérables et qui fait la jonction avec le duc de Bourgogne qui a des possessions aussi bien en Bourgogne que dans les Pays-Bas. Donc la France est quasiment coupée en morceaux. Le dauphin s'enfuit ici, dans cette partie verte, et va se réfugier à Bourges. Quant à son père, Charles VI, il va décider de signer un des traités les plus honteux, jusqu'au traité de Maastricht, mais c'est un peu la même chose. Il va décider de signer un traité qui est le traité de Troyes, qui va être signé en 1420. Ce traité de Troyes prévoit que lorsque lui, Charles VI, sera mort, la France deviendra l'héritage de Henri VI, le roi d'Angleterre et de France. Et donc il se trouve des Français, notamment des Parisiens, pour applaudir le fait que la couronne de France et le royaume entier, parce que d'un seul coup ça a chanté à un roi qui est fou sur les conseils intéressés du duc de Bourgogne et de sa femme qui probablement l'a trompé, eh bien parce que le roi a décidé de déshériter son propre fils. Être français, c'est donc savoir que les élites peuvent trahir la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette position de certains juristes. Le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi n'a pas le droit de tout faire. Il n'a pas le droit de tout faire. On est en train de quitter le Moyen-Âge.
Avant, on avait le droit, les petits-fils de Charlemagne, on coupe en morceaux le truc, chacun se répartit comme si c'était une propriété privée. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, des légistes en France disent non, le roi appartient à la couronne et non pas l'inverse. C'est pas la couronne qui appartient au roi. C'est-à-dire, c'est pas la France qui appartient au roi, c'est le roi qui appartient à la France. Hein. On a envie d'ailleurs, de temps en temps, de dire ça à certains de nos dirigeants. La France ne vous appartient pas. On n'a pas envie de leur dire. Arrive à ce moment-là cet épisode extraordinaire qui a été malheureusement repris par tel ou tel homme politique français contemporain, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a 15 ans, 16 ans, c'est une Lorraine, c'est une histoire vraie. Certains disent qu'elle n'a pas existé. Si, elle a existé, bien sûr, on connaît même les minutes de son procès. Elle entend les voix dans son village, à Domrémy. Elle va voir le seigneur de Baudricourt et elle a 17 ans. Elle s'habille, elle part avec quelques soldats parce qu'on est encore dans un monde mythico-religieux. Hein, le seigneur de Baudricourt, il croit que la pucelle, cette jeune fille de 16 ans, elle a vraiment entendu la Sainte Vierge. Et elle va voir le dauphin, qui n'est pas très charismatique, hein, qui s'est réfugié à Bourges, il sait que le royaume risque de lui être pris. Et elle va lui conseiller un truc incroyable. D'abord, elle arrive à franchir les lignes ennemies. Depuis les Vosges jusqu'à Bourges, il faut traverser le royaume les parties qui appartiennent au roi d'Angleterre. Elle arrive à Bourges et elle se met à genoux devant le dauphin. Elle dit « Mon seigneur et mon maître ». Donc ça, c'est un premier événement capital parce que pour les gens de l'époque, elle est inspirée par la Sainte Vierge et elle reconnaît le dauphin, le futur roi. Ça veut dire que pour les croyants de l'époque, c'est la preuve qu'il est bien le fils de son père et non pas un bâtard comme la rumeur en avait couru pour justifier qu'il soit déshérité. Et puis elle a un deuxième coup de génie, elle lui dit « Il faut bouter les Anglais hors de France et il faut que vous veniez être oint du Seigneur ». Elle va donc lui suggérer, et c'est ça le côté génial de toute cette opération, elle va lui suggérer de retraverser les lignes anglaises pour aller jusqu'à Reims pour être fait sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que l'évêque de Reims, depuis Clovis, c'est celui qui sacre les rois de France. Et donc, le dauphin Charles va y aller, l'opération va réussir, ce qui pour les gens de l'époque est une autre preuve d'intervention divine, et il est sacré, oint du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, le roi d'Angleterre est mort, que le jeune héritier, lui, n'a pas eu le temps de faire la même chose. Et donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Le dauphin, apparaît que son père est mort, se fait sacrer roi de France avant l'anglais. Et donc, ça y est, il a la légitimité, il a été reconnu par la pucelle qui est inspirée par la Vierge, et en plus, il a la légitimité de l'Église. Et ça va complètement renverser l'histoire de France. Alors, il va y avoir, elle va se battre à Orléans, elle va libérer l'Orléans des Anglais, puis elle va monter, puis vous savez qu'à Compiègne, elle va être prise. Et puis vous savez que l'évêque Cochon va demander aux Anglais qu'elle soit jugée et brûlée vive comme sorcière, ce qui aura effectivement lieu. Mais de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'être français, c'est savoir se mobiliser contre les dirigeants traîtres à la patrie pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. C'est ça. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve dans très peu d'histoire nationale. Si même on la retrouve, je crois que cette histoire de Jeanne d'Arc est absolument exceptionnelle dans toute l'histoire mondiale. Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires, comme les provinces.
partager qu'un sang